Versailles, palais enchanté, où tout efface les plaisirs tant les talents conjugués de l'art et de la nature l'ont rendu parfait. Versailles, au double visage, formidable instrument de pouvoir. Louis XIV en est le créateur. À l'écart de Paris, le grand roi Bourbon installe sa puissance, comme s'il voulait affranchir la monarchie des frémissements de la capitale et des complots dont il conserve des cauchemars d'enfance. Autour de lui, le monarque rassemble les grands du royaume, un monde qu'il tient sous son regard. Bientôt, quelques 3000 princes, courtisans, ministres et serviteurs résident à Versailles. Château, parc et jardin s'ordonnent selon la course du soleil. Tout ici est rigueur, ordre, équilibre. Au-delà de l'esplanade monumentale de la place d'Armes, la première grille ouvre sur l'avant-cour. Chez les ministres, une foule de solliciteurs se presse venus de tout le royaume, car on vient aussi à Versailles pour faire avancer ses affaires. Une seconde grille, disparue à la Révolution, est la véritable entrée du château. Elle est condamnée la nuit, mais dans la journée, l'accès au logis du roi est permis à tous. Cette liberté étonne, à juste titre, les étrangers. Les gardes de la porte se bornent à interdire les armes à feu, à contrôler les carrosses autorisés à se ranger dans la cour royale, à veiller à ce que chacun soit correctement vêtu. D'ailleurs, tout est prévu. Ceux qui n'ont ni la fortune, ni le privilège de porter épée et chapeau, peuvent les louer à la grille. Si bien que des gens de toutes conditions se croisent dans le bel escalier de marbre qui mène à l'appartement de la reine d'un côté, à l'appartement du roi de l'autre. C'est à la mort de la reine Marie-Thérèse que le monarque s'installe dans son appartement qu'il occupera 30 années d'une vie exposée au regard de tous. La salle de garde est occupée nuit et jour par 24 gardes du corps. 4 d'entre eux protègent le roi de la foule à chacun de ses déplacements dans le château. C'est dans la première antichambre, parcourue tout le jour de courtisans ou de valets, que le roi soupe au grand couvert. À 10 heures, chaque soir, il donne le spectacle de son appétit. Devant la cheminée, ses officiers de bouche ont dressé la table pour le souverain et les membres de la famille royale. Dans la foule qui se presse à l'antichambre, dames et seigneurs placés selon leur rang et les curieux de passage, ébahis par le cérémonial. Une deuxième antichambre jouxte la galerie des glaces que l'on aperçoit par transparence. Là, les courtisans attendent d'être admis dans la chambre à l'heure du lever royal. L'antichambre, dite de l'œil de bœuf, tient son nom de l'arrondi particulier de cette fenêtre. Gamins joueurs et angelots, la frise répond au goût du roi vieillissant, qui demande de l'enfance répandue partout. Dans la pièce où le roi sommeille encore, un garçon de la chambre tire les volets intérieurs. La clarté efface le repos. Le lit royal est protégé par le balustre. Au-dessus de l'impériale, l'effigie de la France veille sur le sommeil du souverain. Bien davantage que le trône, le lit du roi est symbole de pouvoir. La chambre est au centre du château, le lit au centre de la chambre, et chacun doit s'incliner en passant devant. À 8h30, le premier valet de chambre murmure « Sire, voilà l'heure ».
le rituel s'enclenche. Ce sont les cérémonies du petit lever, puis du grand lever. Les entrées sont continuelles. À l'ordinaire, on y compte une bonne centaine de personnes, officiers de la chambre et de la garde-robe, mais aussi évêques, ambassadeurs, gouverneurs de province, premiers présidents de parlement qui se sont réveillés à l'aube. Il est important de paraître au lever du roi, d'écouter et surtout d'être vu. Louis XIV a choisi l'autoportrait de Van Dyck en dessus de porte. À l'Attique, il a voulu les œuvres du Valentin. Le roi apprécie la manière du français adepte du Caravage. Il aime ses toiles, le tribut de César, Saint-Jean, Saint-Matthieu et Saint-Marc. Le grand lever achevé, le roi tient conseil en son cabinet qui jouxte la chambre. La pièce a été complètement transformée sous Louis XV au milieu du XVIIIe siècle, mais elle a toujours été le lieu de la conduite du royaume, ce que symbolise le sceptre et la main de justice. Durant plus d'un siècle, de 1682 à 1789, Versailles est le siège de la monarchie absolue et du gouvernement de la France. Le roi gouverne par lui-même. De ses ministres, il exige exactitude et régularité. Au conseil journalier s'ajoutent les audiences, les signatures ou l'examen des placets. Par ses requêtes écrites, les plus humbles de ses sujets peuvent s'adresser au roi directement. Mais parfois, à la place du conseil, le roi convoque son surintendant des bâtiments et son architecte, car il a la folie de bâtir. À l'origine, il y a un pavillon de chasse construit par Louis XIII. Mais rien ne prédispose un site aussi ingrat à accueillir une fastueuse résidence royale. Il va falloir terrasser, assécher les marais, asservir la nature. Le chantier durera plus de 50 années. Au plus fort de l'activité, 15 000 hommes y seront employés. Le jeune souverain se contente d'abord d'embellir ce petit château de cartes où il vient en galante compagnie pour de courts séjours. À l'avant-cour, l'architecte Levaux construit des communs. Écurie à gauche, cuisine à droite. Le parc et les jardins avancent rapidement, suivant les tracés du jardinier Le Nôtre. À 30 ans, Louis XIV dit à Colbert qu'il veut tenir conseil à Versailles, ce qui décide du premier agrandissement. Du côté de la ville, les communs de Levaux sont raccordés au château et les façades bientôt ennoblies de colonnes, de balcons, de sculptures. Le château primitif est littéralement enveloppé de nouveaux bâtiments. L'idée première est de l'enserrer, côté parc, dans deux ailes latérales reliées par une vaste terrasse. La parenté avec les villas baroques italiennes est manifeste, mais cette belle terrasse s'accommode mal de l'incertain climat d'Île-de-France. Elle disparaît donc. À sa place, on créera la Galerie des Glaces. Si la terrasse a disparu, l'architecture demeure néanmoins baroque. Le rez-de-chaussée est traité comme un haut socle à bossage. Étage noble rythmé de colonnes. Corniche surmontée de statues. Toit plat dissimulé par une balustrade hérissée de trophées et de pots à feu. En 1682, Louis XIV fixe à Versailles sa résidence officielle. Jules Hardouin-Mansart, nouveau premier architecte du roi, va en 10 années seulement quintupler la surface des bâtiments. Il dote le château de deux ailes immenses, destinées côté parc au confort de la famille royale, côté ville à l'inconfort des courtisans. Le corps central est bien sûr réservé aux appartements royaux.
Le grand appartement du roi. C'est l'appartement du soleil, celui d'un jeune roi qui veut éblouir. Éclat des ors, emblème solaire se mêlant aux insignes royaux. Corne d'abondance, répandant les bienfaits du grand siècle. Richesse des marbres, force des couleurs. Ampleur, clarté, unité. De Lebrun, qui a conçu toute la décoration, on dit « tous les arts travaillent sous lui ». Les marbres deviennent peinture, les sculptures aussi. Comme le soleil est la devise du roi, chaque pièce est consacrée à une planète. Au centre de celle-ci, Vénus, la déesse de l'amour. À la voussure, les épousailles d'Alexandre et de Roxane rappellent l'éclat du mariage du roi. Cette lecture au second degré est évidente pour les contemporains de Louis XIV. D'une pièce à l'autre, on voyage dans la mythologie. Le salon de Diane. Diane, la lune, sœur d'Apollon et déesse chasseresse. Le buste de Louis XIV est une œuvre majeure du Bernin, le plus célèbre artiste du temps. Pour cette sculpture d'une facture éblouissante, Louis XIV avait accepté de poser. C'était en 1665, il avait 27 ans. Lorenzo Bernini eut ainsi l'occasion de bien connaître le jeune roi, dont il déplorait la faiblesse du goût. Pour l'Italien, le roi français s'attachait trop au petit et négligeait le grand genre, c'est-à-dire la manière italienne. Le grand appartement témoigne de l'évolution du goût du roi. Un billard occupait le salon de Diane. Louis XIV excelle à ce jeu. Il se fait applaudir lors des soirées d'appartement qu'il offre à la cour 3 fois par semaine, l'hiver, entre 6 et 10 heures. Au son des hautbois et des violons, la danse anime alors la plus vaste des pièces de l'appartement, le salon de Mars. Au centre du plafond, Mars, le dieu de la guerre, sur un char tiré par des loups. Ce salon s'insère dans le parcours des pièces d'apparat, traversé le jour par les courtisans et les curieux des collections royales. Une sorte de guide imprimé les aide d'ailleurs à reconnaître peintures et sculptures. Le roi David jouant de la harpe, peint par le dominicain, était le tableau préféré de Louis XIV. Les pèlerins d'Emmaüs, du maître vénitien Véronèse, l'un des peintres les plus prisés. Et lui faisant pendant, la famille de Darius au pied d'Alexandre, par Charles Lebrun, premier peintre du roi. Pour qui c'est déchiffré, le message est clair. La nouvelle peinture française est parvenue à égaler la grande peinture italienne. La pendule à automate du salon de Mercure est tout ce qui subsiste du mobilier des grands appartements à l'époque de Louis XIV. Elle fut offerte par l'horloger lui-même en 1706. Chaque heure, la statue du roi apparaît et une renommée descend lui poser sur la tête une couronne de laurier. Cette pièce était à l'origine chambre royale. Elle fut donc consacrée à Apollon, dieu du soleil, le seul astre qui se lève et se couche. Et c'est en ce lieu que devaient se tenir levées et couchers publics de Louis XIV Apollon. Charles de la Fosse y exprime son talent particulier de coloriste. Aux angles, il peint les 4 continents baignés par la lumière nourricière de l'astre. À la voussure, Vespasien édifie le Colisée. Auguste fait creuser le port de Mycène,
manière de faire connaître au monde la grandeur de Louis, le bâtisseur. Peintes par Rigaud, l'effigie du roi en parure de sacre restera accrochée durant tout le XVIIIe siècle, comme un perpétuel hommage au créateur de Versailles. À partir du salon de la guerre, le décor hausse le ton. Le discours politique ne se dissimule plus derrière le voile de l'allégorie. Ce n'est plus Apollon, mais Louis XIV lui-même qui terrasse les puissances ennemies. En 1678, à l'apogée du règne, le traité de Nimègue consacre sa victoire dans la guerre de Hollande. Dans ce climat d'exaltation, rien n'est épargné. Miroirs, marbre précieux, bronze doré et magnifiquement ciselé. Sur près de 100 mètres, le salon de la guerre, la galerie des glaces et au-delà le salon de la paix achèvent le grand appartement en apothéose. À l'ordinaire, la grande galerie est salle des pas perdus, mais parfois elle est le théâtre de fêtes données pour les mariages princiers ou bien des réceptions d'ambassadeurs venus de pays lointains qui repartiront conter aux princes de la terre l'éclat du roi de France. Imaginons le cortège de l'ambassadeur de Siam. Entre 7 rangs de courtisans massés de chaque côté, il avance jusqu'à l'estrade dressée tout au bout de la galerie. Debout, devant son trône d'argent, le roi attend, entouré des princes, vêtus d'habits cousus de diamants, d'émeraudes et de rubis. À la voûte, Lebrun, toujours lui, s'est réservé à la représentation des hauts faits du règne. Elle se déploie autour de la composition centrale qui montre en face des grandes puissances le jeune roi se détournant des plaisirs et des jeux pour contempler la couronne d'immortalité. « 17 arcades de glace, une profusion insolente en un temps où les miroirs valent si cher. Une prouesse technique des nouvelles manufactures du royaume que toute l'Europe envie. Miroir de glace à l'intérieur, miroir d'eau à l'extérieur. Bordés par les allégories des fleuves de France, les grands plans d'eau dormante enrichissent de leur nouveauté les jardins de l'âge baroque. Versailles s'affirme dans toute l'Europe comme le modèle du grand jardin monarchique. André Le Nôtre, qui l'a créé, est bien davantage qu'un jardinier. Il est l'architecte du paysage. Il transforme, organise la nature, amplifie les proportions. Versailles est aussi un jardin de plaisir qui sans cesse ménage des surprises. Sculptures et bouches à eau évoquent ici le plaisir des plaisirs de la cour, la chasse. Le roi, dans sa manière de montrer les jardins de Versailles, indique l'ordre de la promenade, le lieu où l'on s'arrête pour contempler, le moment où le plaisir de la curiosité vous emporte à nouveau. Soumis au soleil et au vent, les parterres ne sont pas faits pour la promenade, mais pour mettre en valeur les bâtiments. On les admire des appartements, on les traverse pour découvrir, en contrebas du château, l'orangerie. Une collection de 1080 arbres délicats, orangers du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, citronniers, lauriers roses, grenadiers, dont certains ont plus de 2 siècles. Pureté des lignes, ampleur, hauteur des voûtes à 13 mètres, l'orangerie affirme le génie de l'architecte Hardouin Mansart. Exposé plein sud, muni de fenêtres à double châssis, il s'y maintient l'hiver une température ambiante de 5 à 8 degrés.
À l'ouest, vers la gauche, une douzaine de bosquets sont dissimulés dans les massifs boisés répartis au nord et au sud de la grande perspective. Une salle de bal au pied d'un amphithéâtre, féerie d'eau, de rocailles, de coquillages. Dans ce bosquet, la cour danse. Le temps n'est plus où le jeune roi Soleil brillait devant ses maîtresses, la douce Lavalière ou la tapageuse Athénaïs, marquise de Montespan. Lors de ces fêtes éclatantes qui avaient fait connaître le nom de Versailles, de Molière, de Lully, et qui transformaient en lieu enchanté tout le jardin, bosquets et allées. Parallèle à la grande perspective, les axes secondaires sont dédiés aux saisons, dont le soleil Apollon règle le cours. Quête de la lumière et des ombres, passage des heures, écoulement de l'année. Bacchus, le dieu des vendanges, écume des eaux de septembre, des pluies d'automne. Plus loin, dans l'allée qui s'enfonce entre les murs de verdure, Saturne, dieu de l'hiver, contemple les nuées, entouré d'angelots, promesse du printemps. Ces fontaines sont en plomb doré et peint. Allée droite, allée tournante, le jardinier a aménagé dans l'échancrure des treillages l'intimité d'une salle de promenade. Tout près de la salle des marronniers, le péristyle de la colonnade. Ce bosquet, lieu privilégié de concert, n'est qu'architecture et sculpture, marbres et eaux. Au centre, l'enlèvement de Proserpine par Pluton de François Girardon, le sculpteur préféré du monarque. C'est l'essai magnifiquement réussi de Jules Hardouin-Mansart dans les jardins pensés par le nôtre. Au centre de tout, le bassin du char d'Apollon. Tiré par 4 chevaux fougueux, le jeune dieu surgit de l'aube, escorté par 4 tritons et par 4 monstres marins. Tout ici va par 4. Le mythe du soleil rayonne dans tout le jardin, mais il est particulièrement présent sur l'axe central. Les 4 saisons, les 4 continents, les 4 tempéraments de l'homme, l'astre qui éclaire le monde engendre une cosmogonie. La légende d'Apollon permet de raconter ses combats, ses amours, ses occupations. Le bassin de Latone met en scène un épisode de l'enfance du dieu. Latone, mère d'Apollon et de Diane, a fui la colère de Junon, l'épouse de Jupiter. Réfugiée dans une contrée hostile, en butte aux moqueries des paysans, elle implore la protection du maître de l'Olympe, le père de ses enfants. Jupiter métamorphose les impudents en crapauds et en lézards. Du bassin de Latone, on ne peut deviner le bosquet des bains d'Apollon, pourtant tout proche. C'est par la volonté de Louis XVI qu'Hubert Robert redessinera complètement ce bosquet où se trouvaient 3 remarquables groupes sculptés commandés par Louis XIV. Les chevaux du soleil pensés par les tritons,
Trianon servi par les nymphes. Ce groupe illustre la toilette du dieu au retour de son équipée quotidienne. Les 7 figures, taillées dans le marbre blanc le plus fin, sont dues aux ciseaux de François Girardon et de Thomas Regnaudin. L'immense plan d'eau du Grand Canal. Toute une flottille y vogue. Chaloupes, gondoles venues de Venise, yachts offerts par le roi d'Angleterre, galères royales. Dans les massifs forestiers du parc, les grandes allées de chasse. Plus Versailles grandit, plus Louis XIV ressent le besoin d'une nouvelle maison de plaisance. C'est Trianon. Il y invite sa famille. Son fils, Monseigneur, y vient souvent ainsi que les nombreux enfants qu'il a eus de ses maîtresses. Madame de Maintenon, qu'il a épousée secrètement, les y rejoint. Elle relate qu'un été de 1689, le parfum des fleurs était si violent que l'on dut fuir Trianon, tant les gens défaillaient. À Trianon, tout est fait pour marier jardin et demeure. Pas d'étage. Transparence d'une loggia entre cour et jardin. Transparence à l'intérieur par de grandes baies vitrées. Les jardins sont visibles de partout. La nature triomphe au dehors comme au dedans. C'est le palais de Flore. De Trianon, on remonte au château par l'avenue qui mène vers l'aile du nord. Tout ici exalte le thème de l'eau, ce jaillissement de vie qui sculpte la lumière. En haut de l'allée des Marmousets, on devine le bain des nymphes et la pyramide. Derrière l'étagement des écrevisses, des dauphins et des tritons, surplombant l'aile du nord, surgit le haut comble de la chapelle. La demeure de Dieu se doit d'être plus élevée que les palais des rois. Son faîte est tout ourlé de plomb, fleurs de lys, anges porteurs de palmes, chérubins. Lumineuse comme la porte du ciel, la chapelle exalte le triomphe du Christ roi. Comme toute chapelle palatine, elle est à 2 étages. Au-dessus des piliers, véritable broderie de pierre, le chemin de croix est figuré par les anges porteurs des instruments de la passion du Christ. Cette montée des douleurs conduit à l'autel, comme la passion conduit à la mort avant la résurrection. La mort, c'est la déposition du Christ après sa crucifixion, pleurée par Jean et par sa mère, la Vierge Marie, en un long bas-relief de bronze doré, chef-d'œuvre du sculpteur Van Cleve. Mais à l'affliction succède la grandeur de la résurrection. Ici, l'éclat mythologique d'Apollon est congédié. Le soleil est celui de Dieu qui illumine la terre. La marque de Yahvé luit dans le triangle, symbole de la Sainte Trinité. Rassemblés autour de l'orgue, les musiciens donnent les grands motets. Et chaque jour, dans la gloire des anges, le chant de prière pour le roi s'élève, Domine salvum fac regem. La voûte se déchire sur un ciel peint par la fosse. Christ, ressuscité et maître de l'univers, apparaît.
Dans sa gloire, Dieu, le Père éternel d'Antoine Coipel. Enfin, par Jean Jouvenet, la colombe, troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint descend sur la tribune royale où le roi très chrétien, roi sacré, lieutenant de Dieu sur terre, assiste à la messe chaque jour. La chapelle est le dernier chantier du règne. Ce grand œuvre est conduit par Ardouin Mansart, puis achevé par son beau-frère Robert de Cotte. C'est surtout le plus vaste chantier de sculpture qui occupe une troisième génération d'artistes au service d'un règne qui n'en finit plus. La chapelle est consacrée en 1710. 5 ans plus tard, Louis le Grand rend son dernier souffle. Arrière-petit-fils du roi défunt, Louis XV dit le bien-aimé par François Lemoine, son premier peintre. En apparence, rien ne change. Le jeune souverain, le plus bel homme du royaume, se fait lui aussi représenter en empereur romain, mais cette fois avec le rameau d'olivier à la main. Louis XV poursuit l'œuvre de son aïeul bâtisseur, en particulier au bassin de Neptune. Les nouvelles fontaines expriment l'extravagance du style rocaille et contribuent à l'illusion d'un univers fantastique. À Versailles, le changement d'esprit de la société se fait sentir. Influence parisienne ou éclosion du libertinage, le goût est à la légèreté, à l'élégance nonchalante, à l'intimité. Et Louis XV est bien de son temps. Les espaces se resserrent, et c'est par le petit degré du roi qu'on pénètre dans l'espace privé de Louis XV, dans son petit appartement. Le roi occupe maintenant une chambre privée. Il vient y passer la nuit après avoir sacrifié au lever et au coucher public qui se tiennent encore dans la grande chambre glaciale de Louis XIV. À cause de ce monument d'art, de science et de technique, la grande antichambre devient en 1754 cabinet de la pendule. Cette pendule astronomique indique les phases de la Lune, les dates prévues jusqu'à l'ultime seconde de 9999, l'heure, et dans un globe de cristal, le mouvement des planètes. La corniche est toute délicatesse et fantaisie. Elle est la plus libre expression du style rocaille que l'on puisse trouver dans le décor du château, car très vite à Versailles, l'élégance et le bon ton l'emportent sur l'audace. Le bureau du roi est sans doute le meuble le plus célèbre du monde. Louis XV voulait pouvoir laisser traîner ses papiers sans qu'on les regarde. L'ébéniste Riesner inventa le secrétaire à cylindre, le premier du genre. Il y mit 10 ans et il signa Riesner, 1769, ce qui est rarissime. On est confondu par la virtuosité des tableaux de marqueterie, par la puissance des bronzes, par l'élégance de la ligne et des figures. Par le soin du détail, entrée de serrure en fleur de lys qui épouse la clé au chiffre royal qui, d'un quart de tour, libère tous les tiroirs secrets. Dans son cabinet intérieur, Louis XV recevait seul à seul chacun de ses ministres, et dans la pièce annexe, les espions du secret du roi qui sillonnaient l'Europe au service de sa politique. Le médaillé de Gaudreau n'est que courbes et contre-courbes, comme au temps du rocaille triomphant, dans les années 1740. Il est complété 30 ans plus tard par 2 autres en encoignure,
d'un style bien assagi, pour ranger les médailles de l'histoire du règne, nouvellement frappées. Comme dans toutes les pièces les plus soignées, le marbre griotte de la cheminée s'accorde parfaitement à celui des tablettes des meubles. Dans le cabinet de Madame Adélaïde, on trouve les plus belles boiseries que Verbeeck a réalisées dans le château. C'est ici que la troisième des 7 filles de Louis XV, adorée par son roi de père, étudie l'italien avec Goldoni, reçoit ses leçons de harpe de Beaumarchais. C'est là sans doute que l'enfant Mozart joua du clavecin pour la famille royale en 1763. Peigne, ciseaux, éponge rappellent que cette petite pièce fut créée pour les bains de Louis XV. Le raffinement des boiseries dorées, or mat, or brillant, or vert, révèle bien ce souci de confort intime qui marque le règne. Au cœur du château, la cour des serfs ouvre sur un dédale de pièces, les petits cabinets du roi. L'escalier gracieux débouche sur un palier qui distribue des pièces plus intimes que jamais. Base de plafond, libérée des décors imposants du précédent règne. Le domaine familier du roi, géré par un service spécial, est ignoré de la plupart des courtisans. Louis XV, soumis aux intrigues dévorantes des ambitions, se retranche chez lui, dans son particulier. Au retour de la chasse, il y convie quelques amis choisis pour de petits soupers. La meilleure cuisine de France et une conversation brillante agrémentent ses repas. Le roi s'y comporte librement, traite ses convives avec gaieté. D'ailleurs, le souverain se soumet de moins en moins au rituel du repas public et on ne sait jamais où il est. Il badine avec Madame de Pompadour qui, durant 20 ans, est la reine de cette petite société. La dernière passion de Louis XV sera pour cette jeunesse. Les méchantes langues disent la Dubarry, fille de prêtre. La cour enrage de voir cette toute neuve comtesse installée chez le roi. « 1770, la cour découvre la salle d'opéra à l'occasion du mariage du dauphin, le futur Louis XVI et de Marie-Antoinette. Au terme d'un siècle d'études initiées par Louis XIV, l'architecte Gabriel a imaginé une élégante colonnade prolongée par un jeu de miroirs. Grâce au plan en ovale, chaque spectateur jouit du meilleur point de vue. L'acoustique est divine. Tout en bois, la salle sonne comme la caisse d'un violon. Elle contient 1000 places, la fosse d'orchestre accueille 80 musiciens qui jouent Lully, Rameau, Gluck. Le roi s'est réservé une loge. Il veut voir sans être vu. Aujourd'hui, l'opéra est la plus grande salle de théâtre de cour existante en Europe. Louis XV meurt en 1774. Un lourd héritage incombe à 2 jeunes souverains peu préparés à régner. Le peintre Hubert Robert représente le couple royal assistant à l'abattage des arbres du parc devenus trop vieux. Tableau prémonitoire, les statues témoins du grand siècle, symbole d'un passé glorieux, veillent. Le présent est à la douceur, mais un futur menaçant pointe dans ces cieux livides et dans la désolation du spectacle des arbres morts. Indécis, d'une grande timidité, Louis XVI est plus attiré par les sciences, par la chasse et la bonne chère, que par l'art de la politique.
Il aime à se retrancher dans ses petits cabinets, mais plus encore dans la bibliothèque du petit appartement, avec sa jolie cheminée, ornée d'enfants frileux, avec ses bas-reliefs. Esprit curieux, le roi se passionne pour les découvertes de la géographie. Sur son globe terrestre, il trace le parcours des explorations du capitaine Cook, ou prépare l'expédition d'un autre navigateur, la Pérouse. Dotée d'une majesté naturelle que Madame Vigée-Lebrun traduit dans ce célèbre portrait, la reine Marie-Antoinette, bien que fort attachée à son rang, déteste Versailles et se moque des obligations de l'étiquette. Jeune et gaie, la reine de France veut s'amuser et repousse les conseils de prudence qu'on lui adresse. Quand elle est contrainte de résider au château, elle se réfugie avec quelques favorites dans ses pièces privées attenantes à son grand appartement, dans son cabinet doré. Pour elle, l'ébéniste Riesner, l'auteur du fameux secrétaire à cylindre, réalise des meubles décorés de bronze au raffinement extrême et follement coûteux. Peu portée à la lecture, Marie-Antoinette ne fréquente guère sa bibliothèque dessinée par Richard Mick. Le plus souvent, elle se tient dans son cabinet de repos, le cabinet de la Méridienne. Pour la remercier de la naissance de leur premier fils, Louis XVI lui en a offert une nouvelle décoration. Les symboles chers à la reine y sont réunis. L'aigle des Habsbourg, le bronze doré est appliqué à même la vitre de la porte. La rose de l'amour, le paon, emblème de Junon, la déesse reine. La grande chambre de la reine, lieu dynastique par excellence. Là sont nés tous les héritiers du trône. 3 souveraines s'y sont succédées. Le mobilier est comme au temps de Marie-Antoinette. La voici au milieu de ses dames d'honneur, à la pause dans sa chambre. L'architecture de la pièce remonte à Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV. Les boiseries et les peintures du plafond en grisaille et mosaïque d'or furent réalisées pour l'épouse de Louis XV, Marie Lesinska. Les souveraines observent le même cérémonial que le roi pour leur toilette, leurs petits couverts, leur coucher. Et les accouchements se font en public. Cet usage de l'étiquette s'impose avec violence à Marie-Antoinette. Sa première femme de chambre relate l'instant où l'accoucheur Vermont dit à haute voix « La reine va accoucher ». Elle décrit les curieux qui se précipitent dans la chambre. Ils furent si nombreux et si tumultueux que ce mouvement pensa faire périr la reine. Inchangé depuis Louis XIV, le plafond du salon des nobles est dédié à Mercure. C'est dans cette pièce que la reine accorde ses audiences. Cette antichambre sert désormais aux grands couverts qui n'ont plus lieu que les dimanches. Marie-Antoinette ne fait qu'y paraître, n'ôtant même pas ses gants à table. Les courtisans s'interrogent, à quoi bon venir à Versailles, on ne voit plus les souverains. C'est pour répondre aux attaques de plus en plus virulentes que Marie-Antoinette commande ce portrait. Elle apparaît en majesté, mère de l'héritier du trône, reine de France. Mais il est déjà bien tard. Ce tableau date de 1787, 2 ans seulement avant que n'éclate la Révolution. Dans ce climat d'opposition, le joli domaine de Trianon a joué un rôle bien néfaste.
Mais revenons un peu en arrière. Sous l'impulsion de Madame de Pompadour, le domaine s'était agrandi. La marquise était la seule à savoir désennuyer Louis XV, un roi si difficile à distraire. Elle avait réussi à l'intéresser à ses projets de Trianon qu'elle étudiait avec l'architecte Gabriel. Dans le nouveau pavillon du Jardin français, Louis XV pouvait classer ses herbiers. On y donnait de la musique, on y prenait des collations. La frise ornée de coqs, de poules et de dindons évoque la ménagerie voisine, peuplée d'animaux de basse-cour. 15 ans après le pavillon français, le petit château de Trianon était élevé par Gabriel, dans le goût moderne, à la grecque. Disparue en 1764, Madame de Pompadour, cette grande patronne des arts, n'avait pu en voir l'achèvement. Le classicisme de l'ornement et de l'architecture, la rupture avec le style rocaille se retrouve dans la cage d'escalier. Sa sobriété contraste avec la richesse de la rampe, où le chiffre de Marie-Antoinette rappelle que dès son avènement, Louis XVI lui a offert le domaine de Trianon. De toutes les pièces de l'appartement de la reine, le salon de compagnie est la plus vaste. Là, tout est fleurs. Lys et rose. Tournesol. Même les sujets de peinture qui racontent les histoires de Narcisse ou de Hyacinthe. Ici, la reine est chez elle pour de longs, trop longs séjours. La châtelaine de Trianon n'admet en sa compagnie que la famille royale et une coterie d'amis qui y vivent naturellement, sans protocole. Les pièces s'ouvrent sur des pelouses où s'élevaient les grandes serres de Jussieu, orgueil de Louis XV. Marie-Antoinette les a fait abattre. Ce goût pour le naturel se retrouve dans les extraordinaires sièges de sa chambre, commandés à Jacob, le plus audacieux des menuisiers. Pommes de pin, épis de blé liés de muguet, étoffe de basin brodée de laine. Tout proche, le temple de l'amour, dans le nouveau parc à l'anglaise percé de ruisselets et de perspectives champêtres. Créé pour Marie-Antoinette, ce petit cabinet d'angle. Le cabinet des glaces mouvantes exprime toute la volonté de la reine de fuir le monde. Autre moyen de s'évader, le théâtre. Sur cette scène, la reine interprète les rôles de son choix. Elle joue la Rosine du mariage de Figaro de Beaumarchais que Louis XVI a interdit à Paris.
La salle conserve sa machinerie originale avec tous ses cabestans. Le théâtre s'est arrêté. Il semble prêt à fonctionner. Ce décor de scène de 1750 est l'un des plus anciens du monde. À l'extrémité du domaine de Trianon, l'architecte Mick dessine pour la reine ce rêve de nature bergère. Une douzaine de maisonnettes de style rustique normand, avec une ferme, une laiterie, un moulin, une mare, et la maison de la reine, un refuge dans un paradis agreste. Le 5 octobre 1789, Marie-Antoinette est à Trianon quand on lui annonce que l'émeute marche sur Versailles. Le lendemain, l'appartement de la reine est envahi, ses gardes du corps massacrés. Le roi cède aux insurgés, c'est le départ pour Paris. Au plus fort de la terreur, en 1793 et 1794, quand le roi et la reine sont guillotinés, le château est menacé de destruction. La rue crie « Il faut que la charrue passe ici ». On plante des pommes de terre dans les parterres, le mobilier est vendu à l'encan, 17 000 lots alimentent les enchères publiques une année durant. La lente dégradation s'amorce, jusqu'à ce que se lève une aube nouvelle, car Versailles ne saurait périr d'une révolution. Et la fascination commence. En 1810, l'empereur Napoléon Ier, que l'on voit chevaucher devant Trianon, nourrit le projet d'installer sa cour à Versailles. Il vient d'épouser Marie-Louise, petite nièce de Marie-Antoinette. Versailles l'intimide toutefois. Il se plaît davantage à Trianon. Ses meubles sont encore en place, si bien qu'aujourd'hui la figure de l'empereur y est plus présente que celle des rois. Dans sa chambre, les boiseries du cabinet de Louis XV s'effacent derrière le lit et les sièges de Napoléon, recouverts de soieries chamois, lilas et argent. Mais l'histoire court très vite. 5 ans plus tard, avec la défaite de Waterloo, l'Empire s'effondre. Proclamé roi en 1830, Louis-Philippe fait tout pour sauver Versailles, dont on ne sait toujours que faire. Il choisit d'installer la nation dans la demeure des rois. Nous sommes en 1837. Le château devient musée, sanctuaire consacré à toutes les gloires de la France. Louis-Philippe veut rassembler derrière lui les Français, déchirés en factions rivales. C'est ainsi que pour satisfaire l'ancienne noblesse, Louis-Philippe consacre 5 salles à l'évocation des croisades. La salle principale est conçue autour d'une porte en cèdre du XVIe siècle. À Rhodes, elle commandait l'hospice des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. À Versailles, elle a inspiré cet inattendu décor néo-gothique, si cher à l'époque romantique. Pour les tableaux, Louis-Philippe sollicite les peintres les plus célèbres, Delacroix pour sa fameuse entrée des croisés à Constantinople. L'étage noble de l'aile du Midi, qui abritait les appartements princiers, est transformé en une galerie de bataille de 120 mètres. 35 tableaux, 77 bustes pour un monumental résumé de l'histoire militaire de la France. De ses victoires, bien sûr. Tolbiac, en 496, la victoire de Clovis qui fonde la France, Saint-Louis, engagé dans la bataille de Taillebourg, 1242, comme peut l'imaginer Delacroix. François Ier à Marignan, 1515, selon Fragonard fils. Louis XV et le maréchal de Saxe à Fontenoy, 1745, selon Horace Vernet. Napoléon à Austerlitz, 1805, vu par le baron François Gérard. C'est grâce à Louis-Philippe que Napoléon est si présent à Versailles. Il fallait ménager les nombreux nostalgiques de l'épopée napoléonienne. Le célèbre tableau du Sacre, par David, est installé dans cette pièce qui devient salle du Sacre.
Elle est redécorée dans un style empire grandiose et reçoit un autre chef-d'œuvre de David, la distribution des aigles à l'armée impériale. L'épopée napoléonienne est encore exaltée tout au long de l'enfilade du rez-de-chaussée de l'aile du Midi. Épisode dramatique de l'expédition d'Égypte, la répression des révoltés du Caire, peint par Giraudet. On retrouve encore Napoléon Bonaparte tout en haut, à l'étage d'Attique. Peint par le baron Gros, l'ardent général de la campagne d'Italie s'élance pour prendre le pont d'Arcole, balayé par la mitraille. Une vingtaine de salles pour illustrer les 20 années pendant lesquelles Napoléon détermina le destin de la France. Versailles est ainsi le premier musée de l'histoire de l'empereur, musée dans un musée qui raconte l'histoire de la France, du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, le château continue à vivre. Dans un domaine de 800 hectares, il offre à des millions de visiteurs 120 salles de galeries historiques et 120 pièces de résidence royale. Les trésors dispersés à la Révolution reviennent. Dans le salon des Jeux de Louis XVI, le bon meuble a retrouvé sa bonne place. Le service de Marie-Antoinette fait revivre les soupers de la reine. La grande salle à manger semble prête pour un repas de société. Le décor Louis XV a été restitué. Dans la grande écurie, le tout nouveau musée des carrosses expose berlines de gala, carrosses de sacre, et dans les jardins, une merveille a été reconstituée, le bosquet de l'Encelade. Ce qui vit dans le domaine, c'est un réseau hydraulique qui fonctionne comme au temps de sa création. Ce sont 200 000 arbres à tailler et à soigner, 210 000 fleurs à planter chaque année. C'est encore plus de 2000 fenêtres, 700 pièces, 67 escaliers, 11 000 mètres carrés de toit. Un château à la splendeur intacte qui, comme au plus beau jour du roi Soleil, fait toujours rêver le monde entier.